notre invité politique pour cette émission spéciale Région Occitanie, c'est donc Carole Delga. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente socialiste de cette région Occitanie. On est ensemble pendant 1 heure pour une interview en partenariat avec la Dépêche du Midi, Midi Libre et l'Indépendant. Et à mes côtés pour cette interview, Éric Berger. Bonjour Éric. Bonjour Oriane. Avec nous, rédacteur en chef adjoint à la Dépêche du Midi, Vincent Coste, journaliste à Midi Libre. Bonjour Oriane. Vincent. Bonjour. Et Pierre Mathis. Bonjour Pierre, rédacteur en chef de l'Indépendant. Bonjour Oriane. On commence bien sûr, Carole Delga, en parlant de la crise sanitaire. Il y a 1 an, jour pour jour maintenant, Emmanuel Macron annonçait donc le premier confinement. Est-ce que ce jour a été un tournant dans votre présidence de région? Qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé que nous devions vraiment donner beaucoup plus de protection à la population parce qu'il arrivait un événement inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une épidémie sur l'ensemble de la planète. Et donc nous devions être vraiment dans l'aspect sanitaire beaucoup plus offensif. Et là, nous avons, les présidents de région, décidé de commander des masques et bien entendu d'enclencher des nouvelles modalités d'accompagnement de la population, mais aussi des entreprises. Donc c'est là où je pense que les nouvelles régions ont pris toutes leurs dimensions bien sûr géographique, mais surtout en termes d'action. C'est la France du fer, c'est cela la régionalisation. Et on va revenir sur ces régionalisations, mais on va rester sur la situation sanitaire avec Éric. Justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on est proche de la sortie de cette crise, du bout du tunnel, d'un point de vue épidémique? On a l'impression que la région est quand même un petit peu moins touchée aujourd'hui que d'autres régions comme les Hauts-de-France ou l'Île-de-France. Oui, la région Occitanie a des chiffres encourageants, mais pour autant, j'appelle tous ceux qui écoutent cette émission à respecter l'ensemble des gestes barrières, à être quand même très très vigilants. Et la vaccination va nous permettre de sortir de ce tunnel qui est quand même très difficile à vivre pour nos concitoyens, qui a des graves conséquences économiques et sociales. Donc nous devons être très vigilants, nous devons accélérer la vaccination et je pense que l'année 2021 permettra de retrouver plus de liberté. Juste précision sur la situation sanitaire en Occitanie, est-ce qu'il y a des inégalités entre les départements? Est-ce qu'il y a des zones qui vous inquiètent? Alors il y a des zones, les zones urbaines ont en effet des taux de propagation qui sont plus élevés et c'est pourquoi il faut toujours rappeler que le rassemblement de personnes est assez dangereux et nous devons continuer à être très mobilisés. Nous accueillons des patients d'autres régions parce qu'il n'y a pas de tension hospitalière en Occitanie, mais nous devons toujours faire des efforts. Et on va parler de cette question avec Vincent. Justement, au printemps dernier, quand certaines régions connaissaient de fortes tensions dans leurs services hospitaliers, dans des publics ou privés, des établissements d'Occitanie ont accueilli des patients. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on sait combien de patients ont été accueillis dans les établissements d'Occitanie? De quelle région? Et est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres transferts qui sont prévus dans les jours ou semaines à venir? Oui, ce sont plusieurs dizaines de patients qui sont venus de la région Sud-PACA, qui ont été accueillis dans des hôpitaux du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et cette semaine sur le CHU de Toulouse. D'autres transferts sont prévus Si, en effet, la situation est toujours préoccupante, nous avons une capacité d'accueil qui est très bonne et qui permet de limiter les déplacements. C'est la solidarité entre régions et c'est indispensable. Mais ce qui signifie donc que les hôpitaux de la région ne sont pas sous tension. Non, il n'y a pas de tension dans les hôpitaux de la région, mais je tiens quand même à rappeler le formidable travail des professionnels de santé. Je tiens vraiment à leur rendre hommage parce que cela fait plus d'1 an qu'ils sont dans une situation exceptionnelle et nous sommes très très fiers d'eux et nous savons ce que nous devons à ces professionnels de santé. Juste pour finir sur cette question des transferts de patients, Olivier Véran hier il disait qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de patients d'Île-de-France qui seraient évacués vers d'autres régions. Est-ce que vous êtes en lien avec Valérie Pécresse ou avec l'ARS d'Île-de-France? Non, l'Île-de-France va aller plutôt sur des régions voisines. Nous sommes plus en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes ou avec Sud-PACA. Donc pas d'accueil d'Île-de-France. Juste pour finir sur ce qu'a dit Olivier Véran hier, pas de nouvelles mesures coercitives annoncées malgré les chiffres alarmants, notamment dans 3 régions. Est-ce que ça vous paraît risqué, cette stratégie, ou est-ce que vous dites c'est la bonne stratégie, il faut éviter à tout prix le reconfinement?
Je pense qu'il devrait y avoir une différenciation territoriale. Ça a été fait sur Nice, ça a été fait sur Dunkerque, donc sur certains départements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français peuvent tout à fait comprendre que le niveau sanitaire étant différent, qu'il y ait des adaptations. Et la question, par exemple, du couvre-feu à 18h, dans certains départements, je pense qu'il n'est plus du tout nécessaire. Et c'est pourquoi je demande qu'il y ait une expérimentation dans les départements dont les taux d'incidence sont inférieurs à 100. Expérimentation, bien sûr, pour les lieux culturels, pour pouvoir commencer à réouvrir, avoir de nouveau un horizon culturel, mais aussi, par exemple, la pratique sportive en extérieur. Donc, expérimentation, vous voudriez mettre en place dans quel département en Occitanie? En Occitanie, on pourrait le mettre dans le Gers, dans le Lot, ou là où il y a des taux d'incidence qui sont très faibles. On va parler d'Andorre avec Pierre. Oui, et de la frontière en général. Cette crise, elle a bloqué les frontières, elle a bloqué les échanges justement entre une région Occitanie qui est transfrontalière et ses partenaires. En même temps, il faut gérer des questions de flux. Là, l'Andorre entend réouvrir la plupart de ses services et de ses restaurants aujourd'hui. Bon, il y a des maires des Pyrénées-Orientales qui aujourd'hui protestent contre la fermeture de la frontière entre la France et l'Espagne, puisque le préfet a installé des barrières. Comment est-ce que vous, au niveau de la présidence de région, vous pouvez intervenir ou comment vous appréhendez ces questions transfrontalières, justement ? Ces questions transfrontalières, c'est vraiment essentiel pour avoir une réponse sur la différenciation territoriale. C'est ce que j'ai déjà indiqué donc, à Jean Castex sur la question des stations de ski. Nous avons eu un exemple terrible où il y avait la possibilité de skier dans les stations voisines espagnoles et ce n'était pas le cas en France. Donc on doit avoir beaucoup plus de souplesse. Il y a de ça un an, sur le premier confinement, il fallait avoir une mesure très forte, une mesure égalitaire parce que nous ne connaissions pas du tout le virus. C'était une première mondiale. Aujourd'hui, on a une expérience et donc on doit en effet avoir un peu plus de souplesse. Et dans les territoires qui sont transfrontaliers, qui ont des taux d'incidence qui sont faibles, allons vers l'expérimentation, bien sûr sur les lieux culturels, sur les activités sportives de plein air, mais aussi par exemple sur la question des restaurants. On peut avoir des tests, c'est-à-dire il faut mener une expérimentation sur le terrain qui après servira pour l'ensemble de la France quand nous aurons la maîtrise de cette épidémie grâce à la vaccination et grâce à un comportement responsable. Et justement, on va parler de la vaccination avec Eric. Oui, le gouvernement parle d'une accélération de la campagne de vaccination en France. Bon, on a quand même l'impression qu'on est encore un peu en retard par rapport aux autres pays. Vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une vraie accélération dans la région? Alors, il y a eu une accélération ce week-end, mais sur le terrain, force est de constater qu'il y a encore quand même du mécontentement parce qu'il est très difficile d'obtenir des rendez-vous et la procédure d'inscription sur une plateforme numérique est assez complexe. Moi-même, pour certains de mes voisins à Martres-Tolosane, j'ai fait moi-même l'inscription parce que cela a été trop compliqué pour des personnes âgées qui ne maîtrisent pas ce dispositif. Donc, il y a un peu un sentiment d'exaspération sur la difficulté d'avoir un rendez-vous. Et ce week-end, quand il y a eu des vaccinations en accéléré, il n'avait pas pour autant le deuxième rendez-vous. Donc, il faut avoir quand même une meilleure organisation. Je pense qu'on a encore une marge de progression. Ça veut dire qu'il y a encore des trous dans la raquette sur cette question de vaccination. Qu'est-ce que la région elle peut faire? Notamment, vous le dites, pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément accès à Internet, qui n'arrivent pas forcément à prendre des rendez-vous. Alors là, sur cette question de l'inscription à des rendez-vous, la région n'a pas le droit d'intervenir parce que le gouvernement a décidé que c'était des inscriptions qui étaient centralisées par ces plateformes. En revanche, nous, ce que nous faisons, c'est le transport gratuit. Je l'insiste, de toutes les personnes qui ont un rendez-vous de vaccination. Il y a un numéro vert à la région et nous allons chercher à domicile les personnes qui ont des rendez-vous de vaccination. Ils ne payent rien. C'est vraiment à la demande, c'est du transport à la demande. Et en plus, nous travaillons bien sûr avec l'Agence régionale de santé pour avoir des camions qui vont permettre d'avoir de la vaccination. C'est l'exemple d'un camion que la région, avec l'État, a financé sur de la radiologie,
qui a été adapté ces dernières semaines pour pouvoir faire de la vaccination, qui est basé dans les Hautes-Pyrénées. Et nous réfléchissons également avec le CHU de Toulouse, avec les shelters. Les shelters, ce sont ces camions mobiles qui permettent de répondre à la médecine d'urgence, mais pour qu'ils puissent être adaptés sur la vaccination. Là aussi, on nous avait dit que de faire des grands vaccinodromes, c'était une mauvaise idée. Il y a de ça 2 mois. Moi, je pensais qu'il fallait le faire. Heureusement que nous avons travaillé avec les responsables de santé pour préparer l'adaptation de ces camions pour la vaccination. On l'a vu, ça a été très utile sur le week-end dernier. Ça veut dire qu'il y aura des vaccinodromes en Occitanie. Combien? Où? Il y aura en effet des vaccinodromes dans les prochaines semaines, mais là, c'est au gouvernement qui a ce pouvoir de décision. Sur cette question de la vaccination, les soignants sont réticents à se faire soigner. Est-ce que vous dites qu'il faut une vaccination obligatoire pour ces soignants? Moi, pour les soignants, je pense qu'en effet, il faut qu'il y ait une vaccination obligatoire. Et j'incite à se faire vacciner. C'est absolument indispensable. Je trouve d'ailleurs qu'il y a trop de précautions qui ont été prises. Le seul vaccin où on demande un consentement par écrit, c'est le vaccin contre la Covid. C'est quand même un peu incroyable. Il faut avoir une stratégie vaccinale beaucoup plus offensive. Vincent? Il y a 2 grands débats autour de la vaccination obligatoire, vous venez d'y répondre, et également la question du pass sanitaire. Là aussi, est-ce que vous y êtes favorable, notamment en prévision de l'ouverture de la saison touristique estivale? Faut-il mettre un pass sanitaire en place? Sur la vaccination, je pense qu'elle doit être obligatoire pour les soignants. Pour la population, ça serait un effet tout à fait inverse à ce qu'on veut. Donc il ne faut pas avoir une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ça cristallise les oppositions et ça va être un sujet de division. Ensuite, concernant le passeport vaccinal, c'est différent le passeport du pass. Tant que nous n'avons pas un niveau de vaccination supérieur, c'est quand même très difficile de mettre en place ce type de dispositif. Mais à terme, en effet, sur la fin de l'année, c'est une stratégie qu'on doit avoir à l'échelle européenne. Éric? Dans les EHPAD, aujourd'hui, il y a une majorité de résidents qui sont vaccinés. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit alléger toutes les contraintes de visite aux pensionnaires dans les EHPAD? Oui, nous avons en effet maintenant une très bonne couverture des résidents des maisons de retraite. Et là, je pense qu'en effet, il faut pouvoir rouvrir parce que j'ai vécu à titre personnel, bien sûr, la présence d'êtres chers dans des maisons de retraite. J'ai géré moi-même une maison de retraite parce qu'elle est municipale à Martreau-Tolosane et on sait à quel point le lien, la proximité, l'accompagnement est essentiel pour nos aînés. Et donc, on a besoin, en effet, de pouvoir réouvrir nos maisons de retraite pour qu'ils sentent l'affection qui puisse les maintenir vraiment en bonne forme et en vie. Oui, vous parliez tout à l'heure de cette campagne d'accompagnement des gens qui veulent se faire vacciner en milieu rural. En fait, tout ça, ça concerne essentiellement le milieu rural. Est-ce que vous avez déjà des chiffres sur la situation dans ces arrière-pays où c'est compliqué de trouver de se déplacer pour certaines personnes? Et comment est-ce que vous jugez le rapport d'efficacité que vous pouvez avoir, vous, en tant que collectivité locale, avec l'État sur l'organisation de ces questions-là, qui sont très concrètes, qui concernent de très près les citoyens? Et on voit que c'est souvent long. On s'aperçoit que dans l'Aude, je me souviens, il y avait une grosse campagne de grogne, justement liée à cette vaccination en milieu rural. C'est la région qui a répondu comme ça. Mais comment ça se passe concrètement pour justement aller au plus près des gens et comment ça se passe avec les services de l'État surtout? C'est vraiment une question qu'on se pose. Alors, pour aller au plus près des gens, il faut proposer des solutions simples et avoir de la réactivité. À travers le numéro vert sur le transport gratuit pour la vaccination, cela fonctionne très bien, en particulier dans les territoires ruraux. Et le premier département de l'Occitanie qui en bénéficie, c'est le département des Pyrénées-Orientales. Il faut en effet avoir plus de décentralisation. Maintenant, depuis bientôt 4 ans, ce pays a été recentralisé. On a vu clairement que c'était un échec et qu'on avait au niveau de la santé un ministère qui était vraiment complètement engorgé et des agences régionales de santé qui n'avaient pas assez de pouvoir, qui n'ont pas de pouvoir de décision. C'est pourquoi, moi, en matière de santé, je demande à ce que les régions puissent agir de façon forte dans les investissements dans les hôpitaux. Bien sûr, la santé reste une compétence régalienne comme l'éducation, mais au même titre que les lycées,
les régions pourraient financer des investissements pour avoir des hôpitaux locaux qui soient bien équipés. C'est aussi les régions qui doivent fixer le nombre de professionnels de santé, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les aides-soignants, que ce soit pour les kinés, pour l'ensemble des professionnels de santé, pour pouvoir s'adapter aux réalités, aux besoins. Parce que sur la région Occitanie, qui est un petit pays, eh bien, nous avons des réalités de la démographie médicale qui est tout à fait différente. Donc c'est à travers plus de décentralisation que nous devons amener un vrai service à la population, des vraies solutions. Clairement, avec les services de l'État, en région Occitanie, nous travaillons de façon remarquable, mais la décentralisation, ça ne dépend pas de monsieur le préfet de région, ça dépend du président de la République. Et là, il faut avoir une toute autre organisation en France. Ce sont les régions qui sont la France du fer, de l'action. C'est à travers les régions. Mais on doit aussi, par exemple, sur la question du handicap des personnes âgées, donner plus de pouvoir aux départements. Et bien entendu, les communes et les intercommunalités doivent agir en complémentarité. Il faut donner plus de pouvoir au terrain et donc aux collectivités locales. Et justement, on va continuer à parler de ces questions de décentralisation avec Vincent. C'était une demande que vous répétez fréquemment. Avant même le début de cette crise, vous émettiez ce vœu de plus de décentralisation. Ça doit être, après la présidentielle et les législatives de 2022, ça doit être un des grands chantiers du prochain quinquennat. Vous parlez de la santé. Vous souhaiteriez d'autres transferts de compétences pour tout ou partie, destinés aux régions notamment, maintenant que nous avons en France ces grandes régions? Oui, je pense qu'un pays au XXIe siècle doit faire plus confiance au terrain, doit être vraiment moins centralisé et doit s'adapter à différentes réalités. On a la maturité politique. La République une et indivisible, elle est tout à fait compatible avec la République des territoires. Ça fait des années que j'ai écrit sur ce sujet et dans chacune de mes fonctions, c'est ce que je mets en place. C'est ce qu'on met en place aussi au niveau de la région Occitanie. La région, elle ne fait pas tout. Elle travaille en partenariat sur la question, par exemple, des transports, le transport à la demande. Ce sont les intercommunalités qui nous demandent les circuits et c'est la région qui en finance à 70%. Et il faut qu'au niveau, en effet, de l'État, il y ait une prise de conscience que la décentralisation permet de recréer du lien avec la population. On a une crise sanitaire, mais on a aussi une crise démocratique. Et la crise démocratique, elle aura comme réponse plus de décentralisation, plus de démocratie participative aussi. La prise de conscience de l'État, elle n'est pas là. Pour vous, il y a une loi 4D qui est sur la table, portée par la ministre Jacqueline Gourault. Pour vous, elle n'est pas à la hauteur, cette loi 4D ? Cette loi 4D, elle a beaucoup de manquements. Par exemple, sur la question des professionnels de santé, le rôle des collectivités locales, maintenant, a été réduit. Il va permettre, cette loi 4D, que les régions puissent expérimenter l'investissement hospitalier, mais elle ne va pas assez loin sur d'autres sujets, sur la question des mobilités, sur la question des transports. Il y a une accumulation dans les zones urbaines d'intervenants qui est complètement ridicule. Quand vous êtes sur une zone urbaine, vous avez l'État qui est présent sur les routes nationales. Vous avez ensuite les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour les routes. Vous avez après les départementales. Et qui c'est qui doit faire rouler les cars qui viennent des territoires ruraux sur les territoires urbains? C'est la région. Vous voyez, vous avez 4 intervenants différents. Mais clairement, vous dites juste cette loi 4D, ce n'est pas une vraie loi de décentralisation. Cette loi 4D, elle ne va pas assez loin. Et surtout, ce que je dis, c'est que nous devons aussi avoir plus de souplesse sur l'aide aux entreprises. C'est absolument indispensable pour pouvoir créer de l'emploi. On va en parler des entreprises, mais d'abord, on va parler de la crise sociale qui touche particulièrement la jeunesse. Oui, parmi les victimes de la crise sanitaire, économique, il y a les jeunes. On a beaucoup parlé des étudiants en difficulté, la précarité, la difficulté de trouver des stages. Est-ce que les réponses du gouvernement sont à la hauteur et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour les jeunes? Concrètement, la première des mesures, c'était de faire en sorte que l'ensemble de nos lycéens, nos 230 000 lycéens, bénéficient tous de l'ordinateur que nous avions distribué gratuitement. Sur les 230 000 lycéens, il en manquait juste 500. Et donc, on a distribué à ces lycéens qui, pour des raisons de déménagement, ne les avaient pas eus. On a complété le dispositif avec 5 000 ordinateurs pour des étudiants qui n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Et puis, vous l'avez vu, nous avons décidé
que pour la tranche d'âge des 18-26 ans, ça va être la gratuité du train. C'est absolument indispensable de donner sur les pouvoirs d'achat. Et puis, une mesure à laquelle je tiens beaucoup, c'est sur la question de la précarité, c'est-à-dire nous avons acheté les surplus de nos produits agricoles à nos agriculteurs qui font des produits de grande qualité et nous les avons distribués aux associations d'aide alimentaire et un partenariat aussi avec les Crous. Donc il faut donner un avenir à la jeunesse, il faut donner aussi, je pense, un revenu. Nous avons un vrai problème de précarité de cette jeunesse et l'urgence, c'est certainement pas l'islamo-gauchisme dans les universités, c'est d'agir pour donner un espoir, un emploi et aussi une place complète dans la société pour nos jeunes. Un RSA pour les jeunes, vous y êtes favorable? Alors moi, le terme RSA, je pense qu'il n'est pas adapté. Je pense que c'est une allocation. Nous avons en Europe vraiment les droits sociaux qui sont ouverts dès l'âge de 18 ans dans 24 pays sur 27. La France n'ouvre pas les droits sociaux à 18 ans. Donc il faut avoir cette ouverture. Il y a des présidents de départements en Occitanie, ils sont très actifs sur ce sujet, qui demandent une expérimentation pour donner une allocation jeunesse. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'aujourd'hui, un jeune, quand il sort des études, où il peut éventuellement avoir des bourses, mais pas toujours, eh bien, et le moment où il recherche à ce moment-là un emploi, il n'a aucune ressource. S'il n'a pas une famille derrière pour l'aider, il tombe dans une très très grave précarité. Il y avait un dispositif qui avait été mis en place sous le gouvernement Hollande, qui a été supprimé en 2019, et c'est dommage, qui permettait une allocation de 550 € pour les jeunes entre la fin des études et le premier emploi. Moi, je pense qu'on doit donner à notre jeunesse un revenu de base, comme le demandent les présidents de départements de gauche en France. Et je pense aussi qu'il faut travailler sur la question des stages, mais des stages aussi à l'étranger. Et nous en parlions, nous y travaillons avec le maire de Montpellier sur ce sujet pour faire des propositions, parce qu'en effet, en 2022, il y aura la question de donner plus de pouvoir au territoire, mais il y aura la question de la jeunesse. Et avec Mickaël Delafosse, nous aurons des propositions à faire pour permettre à cette jeunesse de découvrir aussi le monde et de s'appuyer sur le réseau diplomatique français qui est un des meilleurs au monde. On va parler de la crise économique, Carole Delga, et particulièrement de la filière aéronautique avec Éric Berger. Oui, la région toulousaine est fortement frappée par les conséquences de cette crise et l'arrêt quasi complet du trafic aérien qui a un gros impact sur l'activité d'Airbus, des sous-traitants. Il y a des milliards d'euros qui ont été débloqués. La région a aussi fait beaucoup. Mais est-ce que vous êtes inquiète des prochains mois, de ce qui va se passer sur cette filière, et notamment pour tous les sous-traitants qui représentent des milliers d'emplois ? Oui, je suis très mobilisée pour l'ensemble de la supply chain de l'aéronautique sur tous les territoires. Agglomération toulousaine, mais attention, l'aéronautique, elle irrigue l'ensemble de la région. Elle irrigue bien sûr les Hautes-Pyrénées, bien sûr le Lot, l'Aveyron avec la Mécanique Vallée, mais aussi elle a des liens, il faut le rappeler, avec le Gard, parce que nous avons de nombreuses entreprises gardoises qui travaillent pour l'aéronautique ou aussi autour de Béziers. Donc la région, nous avons mis en place des aides, bien sûr, pour permettre la diversification, pour permettre la recherche et l'innovation, parce que dans cette période, il faut que nos entreprises gardent la compétitivité, l'avance technologique, donc ils doivent continuer à investir. C'est aussi la diversification. Nous avons permis à des entreprises sous-traitantes de l'aéronautique d'aller vers les énergies renouvelables, c'est-à-dire les flotteurs des éoliennes flottantes au large de Port-la-Nouvelle vont venir d'une entreprise sous-traitante aéronautique qui est basée dans le nord du Lot, Matière. Et puis surtout, je voudrais rappeler que l'avion, c'est indispensable. Voilà. Dans un débat où on veut toujours stigmatiser, l'avion, cela permet de relier les peuples. Alors bien entendu, on doit avoir une limite pour de prendre l'avion quand il y a une offre de train qui permet de relier en moins de 3 heures à Paris. Il faut privilégier le train. Mais pour autant, l'avion, il est indispensable. Et dans cette société où on veut toujours interdire, je pense qu'au contraire, l'avion, c'est cet espace de liberté et on doit développer l'avion décarboné. C'est ce que fait Airbus avec l'avion à hydrogène et c'est ce que la région fait également
en aidant les sous-traitants pour vraiment être sur cet avion plus léger, sur cet avion plus électrique. Mais nous avons une politique globale sur l'ensemble des transports. C'est la région Occitanie qui a été la première région à commander des trains à hydrogène et la première en France pour l'expérimentation des cars à hydrogène. Ça se fait dans le Tarn, à Albi, l'entreprise Safra. Et c'est la région Occitanie qui a passé une commande de 15 cars qui vont être une première en France, qui vont pouvoir faire de longues distances avec l'hydrogène grâce au savoir-faire de nos entreprises. Sur Airbus, une autre question. Le projet de nouvelle usine d'assemblage a été gelé. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous pensez que ça reste toujours d'actualité et que Toulouse a encore ses chances d'obtenir cette usine? J'en parle régulièrement avec Guillaume Faury. Airbus a une situation qui est quand même très complexe. Les chiffres de 2020 montrent vraiment de grosses pertes. Pour autant, je sais que Guillaume Faury continue à réfléchir. Ce projet n'est pas annulé, il est en suspens. On peut tout à fait le comprendre parce que la reprise du trafic aérien, ce n'est pas pour 2021, c'est pour plus tard. Mais Guillaume Faury sait qu'il y a un écosystème à Toulouse. Il y a un environnement qui est très favorable. Et donc, sur cette chaîne d'assemblage pour l'A321, nous continuons à y travailler. Mais nous sommes, bien sûr, sur une progression en fonction de la reprise du trafic aérien. Donc, je fais pleine confiance à Guillaume Faury pour prendre la bonne décision dans le bon tempo. Justement, Carole Delga, Emmanuel Macron est à Toulouse aujourd'hui pour le premier exercice militaire spatial. Vous allez évidemment aller le voir, le chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez lui faire passer comme message? Alors, je vais lui faire passer comme message qu'il est nécessaire d'avoir plus d'adaptation, plus de liberté dans des départements où le contexte sanitaire est favorable. Je vais lui demander d'avoir une zone de défense, puisque aujourd'hui, en matière de sécurité, la région Occitanie ne dispose pas d'un commandement propre. Nous dépendons soit de Bordeaux, soit de Marseille. Et sur cette question de la sécurité, il y a besoin d'avoir une proximité de la décision. Et puis, je vais aussi lui parler de l'emploi. Tout d'abord, l'entreprise Bosch, l'entreprise SAM, toutes les deux en Aveyron, et également pour soutenir l'emploi, les petites lignes ferroviaires, lui demander qu'il accélère sur le transfert des lignes Montrégeau-Luchon et des lignes Alès-Bessèges pour permettre ces travaux, et bien entendu la question des LGV Bordeaux-Toulouse. On va reparler de ces questions de transport dans votre région, mais un mot sur Bosch, puisque vous en parliez. C'est Bosch, c'est l'usine Rodez de Bosch dans l'Aveyron qui va supprimer 750 emplois d'ici 2025. Qu'est-ce que vous allez dire au chef de l'État? Que l'État intervienne, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais l'État doit avoir un partenariat avec Bosch pour permettre une diversification qui soit réelle et que le groupe Bosch, là, ait une vraie politique d'accompagnement pour des départs en pré-retraite et une vraie politique de formation pour aller vers les nouvelles technologies de motorisation, pour aller réellement vers l'hydrogène. Donc c'est ce message que je ferai passer au président de la République, mais aussi pour l'entreprise SAM, parce que le plan qui est présenté par le potentiel repreneur n'est pas assez finalisé et il y a trop de suppression d'emplois et trop de zones d'ombre encore dans cette offre. Moi, je pense à ces salariés qui ont un savoir-faire exceptionnel, qui ont beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, les réponses par ces grands groupes industriels ne sont pas à la hauteur. On va parler des stations de ski maintenant avec Pierre Mathis. Et oui, parce que c'est une des autres conséquences économiques de la crise sanitaire. Donc vous êtes beaucoup battu pour tenter de les garder ouvertes, au moins de sauver les vacances peut-être de février. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La catastrophe, elle est réalisée pour les stations de ski et puis au-delà pour toute l'économie de la montagne. Comment comptez-vous justement accompagner les mois qui viennent, l'année qui vienne, qui va certainement être décisive, parce qu'on sait très bien que c'était déjà une économie un petit peu fragile, en tout cas les remontées mécaniques, et que de toute manière il faut relancer la totalité d'un secteur qui s'étend sur 3 départements de la région, qui concerne la totalité de la chaîne pyrénéenne.
Alors, nous avons la montagne, l'Occitanie, bien sûr, ce sont les Pyrénées, mais il ne faut pas oublier aussi le Massif central. Oui. Sur cette question de la transition du modèle économique des stations de montagne, nous l'avions anticipé, c'est notre pacte vert, le Green New Deal. Donc très concrètement, la région a créé une compagnie des Pyrénées pour pouvoir investir dans le tourisme 4 saisons, pour pouvoir investir aussi sur les domaines skiables, pour pouvoir aussi investir sur la question de l'hébergement et de pouvoir aussi travailler sur l'exploitation et une mutualisation. Donc nous avons malheureusement eu à faire cette fermeture des stations de ski et ça n'a fait qu'accélérer cette transition du modèle économique. Donc là, à travers la Compagnie des Pyrénées, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, c'est-à-dire nous accompagne avec la région, les départements, l'ensemble des stations. Et là, nous avons un vrai outil qui permet d'amener des subventions, qui permet d'amener des garanties financières et qui permet aussi d'amener une expertise. Donc là, nous avons des projets avec plusieurs stations de montagne qui permettront de remonter la pente, mais il ne faut pas se le cacher, la situation financière est très très préoccupante parce que c'est 250 millions de chiffres d'affaires qui n'ont pas été faits sur ces stations. Donc nous allons bien sûr développer le tourisme 4 saisons, mais nous avons toujours bien sûr la question du ski sur les stations de haute altitude que nous soutiendrons. Et puis développer aussi tout ce qui est thermalisme, bien-être. Ça, c'est vraiment notre ADN en Occitanie. C'est cette montagne qui est authentique, qui est quand même très préservée, qui est à échelle d'hommes et de femmes. Et nous allons pouvoir développer une offre sportive, bien sûr, de toutes les saisons, mais aussi une offre qui met en valeur la qualité de vie, le thermoludisme, le thermalisme, et après toute la question de la culture de la montagne, que ce soit dans les Pyrénées ou dans le Massif central. Vous parliez du pacte vert, on va en parler avec Vincent Coste. Lors de votre mandature, donc, l'Occitanie a été la première région à lancer un pacte vert, inspiré un peu du Green New Deal européen. L'idée étant que les questions de protection de l'environnement, de développement durable, irriguent tous les budgets, tous les financements, toutes les politiques, tous les projets de la région. En cette période de grave crise économique et qui risque de perdurer, ces très hautes ambitions sont-elles toujours tenables? Le pacte vert va-t-il être reconfiguré ou continuez-vous sur la lancée, sur ce que vous avez initié avant même que cette crise ne frappe? Le pacte vert a en effet été élaboré avant la crise sanitaire, mais le pacte vert, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire que la transition écologique et énergétique, c'est un des axes à privilégier pour pouvoir bâtir un nouveau modèle de développement. Voilà. Le pacte vert, le Green New Deal, c'est la solution à la crise que nous vivons. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise climatique. Nous la vivons depuis des années, mais aussi crise démocratique. Le pacte vert, c'est concilier, pour être très clair, économie et écologie. C'est la création d'emplois à travers la rénovation énergétique. Nous avons vraiment une capacité de créer des emplois de façon très très forte. Plusieurs dizaines de milliers d'emplois sur la rénovation des logements. Cela permet d'avoir des factures d'énergie qui sont moins élevées, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat. Ça fait du travail pour nos artisans, pour toutes nos entreprises du bâtiment. Et c'est bon, bien sûr, sur l'impact environnemental, parce que ce qui est important, c'est déjà de consommer moins d'énergie. La question des énergies renouvelables. Là, ça crée de l'emploi. Heureusement que nous avions voté, il y a de ça maintenant 2 ans et demi, un plan hydrogène. Nous avons été la première région de France à voter le plan hydrogène. Et aujourd'hui, l'hydrogène permet d'avoir de la création d'emplois, je l'ai indiqué, à travers une entreprise, la Safra, qui est basée à Albi, mais aussi, par exemple, pour l'entreprise Cameron, qui est basée à Béziers, où nous avons créé, avec la filiale de Schlumberger, une société, la région est actionnaire, pour la production d'électrolyseurs
d'hydrogène vert. Donc c'est la bonne réponse, le pacte vert, mais le pacte vert aussi, c'est sur l'alimentation. Je le rappelle, on a un secteur en Occitanie économique qui se porte très bien, c'est l'agroalimentaire. On a une agriculture de la qualité, une agriculture familiale. Et là, nous allons continuer à promouvoir les circuits courts, à faire en sorte que les habitants de l'Occitanie continuent à manger les bons produits. C'est l'exemple de ce que nous avons fait avec Damazone, avec les plateformes de produits alimentaires ou les plateformes pour acheter locaux. Vous voulez acheter un jean, un vélo fait en Occitanie, c'est possible, c'est ce que nous mettons en œuvre. Donc ce pacte vert, c'est en fait la valorisation de nos ressources naturelles, c'est la création de valeur ajoutée sur place et donc c'est la création d'emplois. Donc le pacte vert, c'est la bonne solution. Moi, je crois beaucoup à cette question de la conciliation. La transition écologique, c'est la solution. Et il ne faut pas être dans des positions dogmatiques ou dans des positions intégristes. À travers cet accompagnement, à travers cette fédération autour de l'écologie, on va créer des emplois. Et même l'industrie est vraiment partie prenante. C'est ce que nous avons fait en Occitanie, c'est-à-dire nous avons joué collectif. Qui a des positions dogmatiques et intégristes ? Moi, j'entends qu'il y a souvent sur cette question écologique des grands dogmes en disant qu'il ne faut plus manger de viande, qu'il ne faut plus prendre l'avion. La viande, oui, il faut en manger, mais il faut manger de la viande d'Occitanie. Parce que c'est ça la vraie problématique. Quand on dit que manger de la viande, c'est mauvais pour l'environnement, c'est inexact. C'est quand on mange de la viande qui vient de l'autre bout du monde. En effet, le bilan carbone est catastrophique, mais quand on mange de la viande d'Occitanie, c'est bon pour la planète. Parce que à travers l'élevage, ce sont des terres qui sont packagées. Et le meilleur puits à carbone, au point de vue scientifique, ce sont les terres qui sont packagées par les bêtes. Donc, mangeons de la viande d'Occitanie. Vous allez pouvoir me donner comme argument que ça coûte plus cher, la viande d'Occitanie, que de la viande qui va venir d'Amérique du Sud. Mais elle est meilleure. Donc, pour le même budget, il vaut mieux acheter moins de viande, mais de viande d'Occitanie, qui a de meilleures qualités nutritives et qui permet de concilier alimentation et santé. Donc, ça veut dire que les élus locaux verts, notamment Grégory Doucet, qui a pris cette décision des menus sans viande, ils ont des positions dogmatiques pour vous ? Moi, je pense que ce sont des positions qui sont trop dogmatiques et en politique, et tout particulièrement, la politique au sens premier du terme, la gestion de la cité, et tout particulièrement dans notre période de crise. Il faut être dans l'équilibre. Alors, je dis oui à des menus végétariens, mais le lendemain, il y a un menu avec viande, et le surlendemain, il y a un menu avec poisson. C'est cela qu'attendent nos concitoyens, des solutions, de l'équilibre, et surtout de rassembler et de ne pas diviser. Un mot, Pierre, sur l'éolien marin. Oui, mais justement, on est en plein dedans. C'est assez paradoxal de voir qu'un projet comme les éoliennes qui se présente pour de l'énergie nouvelle est essentiellement contesté par des associations d'un point de vue local, voire par des élus, pour son impact environnemental, parce que c'est des éoliennes qui doivent être implantées au large de Port-la-Nouvelle, le cadre du Barcarès. Donc ils remettent ça en cause. Et puis ils pointent aussi le coût de cette expérience qui est très nouvelle. Est-ce que vous aurez toujours les capacités d'investissement justement à la suite de la crise pour un tel projet? Et comment vous évaluez aujourd'hui ce projet qui est quand même très novateur? On risque je pense que quand les éoliennes vont commencer à s'élever, on va beaucoup en parler. Alors, sur l'aspect acceptabilité de l'éolien flottant, nous avons la chance d'avoir le Parlement de la mer qu'avait créé Christian Bourquin, que Didier Codorniou préside, et qui permet d'avoir une concertation. Donc ce projet, il est porté par l'ensemble des acteurs de la mer, que ce soit les pêcheurs, que ce soit l'ensemble des élus. Donc on a un vrai consensus. La question de l'éolien flottant, il est fondamental pour la question de la transition énergétique. À travers le projet dit de Port-la-Nouvelle, c'est 40% de production de l'énergie renouvelable éolienne de notre région. Donc c'est majeur. Si on veut de l'hydrogène vert, parce que c'est de l'hydrogène vert qu'il faut produire, il faut bien avoir de l'électricité à partir de l'éolien flottant. Il y aura d'autres possibilités à travers, par exemple, l'hydroélectricité, à travers la méthanisation. Mais là, on a un projet qui est fantastique, qui nous permettra d'avoir un volume de production
d'énergie verte significatif. Rien qu'avec le projet expérimental de l'éolien flottant de Port-la-Nouvelle, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville comme Narbonne. Ensuite, à travers ce projet, nous allons donc avoir des transformations sur l'énergie. Un groupe comme Schlumberger, s'il crée une société sur l'Occitanie, dans ce dispositif-là, c'est parce que cette filière, elle a un avenir. Donc ce n'est pas une lubie de Carole Delga de l'éolien flottant. Tout d'abord, il y a un projet européen sur cette question de l'éolien flottant et surtout, il y a des investisseurs. Donc là, ce projet est indispensable. Port-la-Nouvelle, c'est le port de la transition énergétique. Et nous avons besoin d'investir, nous en avons les capacités parce que la région est bien gérée, parce qu'elle a une forte capacité d'investissement. Nous faisons partie des régions les moins endettées de France. Et surtout cet investissement, parce que la dépense publique, il faut en parler. La dépense publique, elle est salutaire quand l'économie est en difficulté et quand les régions investissent pour créer de l'emploi. À travers la transition énergétique, on crée de l'emploi. L'entreprise matière, elle va avoir des marchés et donc de l'emploi parce qu'elle va fabriquer les flotteurs des éoliennes flottantes. C'est-à-dire les Lotois, ils vont avoir du job grâce à ces éoliennes qui, en termes d'impact visuel, représenteront la taille d'une allumette puisqu'elles sont très au large de la Méditerranée. On va parler transport et LGV avec Éric. Oui, en effet, je crois que c'est un sujet que vous allez évoquer avec le président de la République tout à l'heure. C'est un de vos dossiers phares que vous portez, c'est ce projet de LGV, de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, dont on entend parler depuis des années, pour ne pas dire des décennies, qui est fortement attendu. Vous aviez fixé un espoir, un horizon 2030. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que ce dossier, ce projet va enfin vraiment avancer dans des phases un peu plus concrètes? Alors c'est un projet qui avait bien avancé, mais qui a été complètement stoppé à partir de juillet 2017. Donc voilà, nous avons perdu plus de 3 ans. Depuis septembre 2020, depuis que Jean Castex a été nommé Premier ministre, il recommence à avoir vraiment une avancée. Mais je continuerai bien sûr à défendre. Et ce matin, au président de la République, je vais lui rappeler qu'il est nécessaire pour le financement de cette LGV, de commencer à créer une société de financement qui sera entre Agen et Toulouse, parce que le secteur le plus saturé de cette future LGV, c'est entre Toulouse et Montauban. Aujourd'hui, saturation complète. Je ne peux pas répondre à la demande de mes habitants qui veulent plus de trains sur le Tarn-et-Garonne. Et d'ici 4 ans, la ligne elle est saturée jusqu'à Agen. Donc on a besoin d'avoir une deuxième ligne. Si on veut faire le RER métropolitain, il y a besoin de cette deuxième ligne. C'est cela la réalité. Et bien entendu, je vais lui parler aussi de la LGV Montpellier-Perpignan avec la première tranche, c'est-à-dire Montpellier-Béziers. Oui. C'est un petit peu le paradoxe de votre situation. Vous avez 2 chaînons manquants, en fait. Vous en avez un entre Bordeaux et Toulouse et vous en avez un autre entre Perpignan et Montpellier. Jean Castex nous a assuré qu'en 2021, il arriverait à passer une étape décisive sur le tronçon Montpellier-Béziers par la création d'une société d'investissement. Alors tout ça est conditionné à la loi mobilité, etc. Est-ce que vous partagez son optimisme et vous pensez qu'en 2021, cette avancée, on va dire petite mais indispensable, va pouvoir se produire? Il faut voir quand même dans quelle inégalité les habitants de l'Occitanie sont par rapport aux autres Françaises et Français. Par un chiffre. Sur l'ensemble de la population française qui a plus de 4 heures de Paris par le train, 60% sont des habitants de l'Occitanie. C'est-à-dire, ce sont soit des Occitans, soit des Catalans. 60%. Voilà. Cette région, elle a été oubliée du train à grande vitesse, de pouvoir être connecté rapidement à Paris et à Bruxelles. C'est une vraie injustice et je me bats contre cette injustice. Et sur la LGV Montpellier-Perpignan, ce qu'il faut avoir en 2021, c'est l'enquête publique pour la première phase qui est Montpellier-Béziers. Et nous y travaillons en concertation avec, en effet, les services de Matignon, je le confirme. De ce point de vue-là, l'arrivée de Jean Castex est plutôt une bonne nouvelle pour en tout cas vos objectifs, parce qu'il y a un Premier ministre là qui semble un petit peu plus intéressé par la grande vitesse que ses prédécesseurs.
Jean Castex est vraiment passionné par la question du rail, vous le savez, et j'ai l'objectivité de dire les vérités. Donc ce projet du train en France, de façon globale, a été complètement bloqué de juillet 2017 jusqu'à l'été 2020. Le nouveau Premier ministre souhaite avoir en partenariat avec le président de la SNCF une politique beaucoup plus volontariste sur l'LGV, mais sur aussi les petites lignes d'aménagement du territoire. Parce que le train en France, il doit servir bien sûr au transport de masse, à la grande vitesse, mais il doit aussi relier les territoires. Moi, je veux du train qui soit en fait une irrigation de l'ensemble des territoires. Je pense à 2 grandes lignes, l'Aubrac ou le Cévenol, mais je pense aussi à ces lignes que la région va réouvrir, va financer intégralement. C'est Montrégeau-Luchon et c'est Alès-Bessèges. Et aussi sur la rive droite du Rhône, nous y travaillons. Et puis nous avons d'autres projets encore sur d'autres territoires. Avant de parler des régionales, on va faire une question sur la région Occitanie avec Vincent. Oui, puisque les régionales, finalement, vont marquer aussi l'occasion de faire un premier bilan de cette première mandature dans ces grandes régions. Avec 6 ans de recul, en ce qui concerne l'Occitanie, quel est votre bilan sur cette grande région, sur sa pertinence, sur sa cohérence, elle fonctionne, elle est trop grande, elle aurait dû être dimensionnée différemment. Quel est votre regard justement au regard de votre expérience de 6 ans à la tête de cette nouvelle région? Vous savez, moi, je suis quand même quelqu'un de très cohérent. J'ai toujours défendu les grandes régions, aussi bien quand j'étais vice-présidente de Martin Malvy que quand j'étais au gouvernement. Alors, pourquoi j'ai défendu les grandes régions et pourquoi je souhaitais que Midi-Pyrénées s'associe à Languedoc-Roussillon? Parce que tout d'abord, ça correspond à un périmètre historique. Il faut quand même le rappeler. À travers les États du Languedoc, nous avons grosso modo le périmètre de la région Occitanie. Et ça, c'est essentiel. Pour qu'un territoire puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une histoire commune. Voilà. Et nous avons cette histoire commune qui a été construite à travers les siècles. Toulouse et Montpellier étaient déjà les 2 capitales des États du Languedoc. Et même si on va plus loin, au niveau de la romanité, cette région, elle existait. Donc là, il y a une vraie identité culturelle. On a un vrai substrat commun historique. Et puis ces grandes régions, je les ai toujours défendues parce qu'elles permettent d'avoir de réels résultats en matière économique, en matière d'emploi. La région Occitanie, c'est la force et c'est la proximité. C'est la force parce que, comme je l'indique, par exemple sur la filière de l'hydrogène, nous pouvons avoir du début à la fin une cohérence d'action sur la production d'hydrogène, sur la distribution, sur les usages, que ce soit pour le train, que ce soit pour aussi les véhicules individuels ou que ce soit pour les bus. Sur la question de l'agroalimentaire, nous avons aussi la force de présenter sur l'ensemble de la chaîne une production, une transformation, une création d'emplois. Sur la viticulture, nous sommes la plus grande région au monde pour les vins de qualité. Là, quand nous sommes à l'international, nous pesons. Quand nous allons dans des grands salons, même s'ils sont virtuels, on a une gamme de produits de vins qui est exceptionnelle. Et puis, c'est la proximité parce que j'ai voulu qu'il y ait des maisons de la région, c'est-à-dire que nous nous adaptons aux réalités des territoires. Et l'échelle régionale, c'est la bonne échelle. Et donc, je pense que l'Occitanie, c'est une région que ses habitants ont au cœur et qui a une bonne reconnaissance. Et on va parler des régionales, Carole Delga, avec une première question d'Éric Berger. Oui, tout d'abord, est-ce que vous pensez que ces élections vont vraiment se tenir au mois de juin? Une décision définitive doit être prise au mois d'avril en fonction de la situation sanitaire. Est-ce qu'un report vous semble pertinent et envisageable? Donc, tout d'abord, je rappelle que dans d'autres pays qui avaient des situations sanitaires quand même plus compliquées que celle de la France, des élections ont été organisées et cela n'a pas provoqué de flambée de l'épidémie. Ensuite, on peut pas... doit être en juin. Pour vous, ça doit être en juin. Ça doit être en juin, sauf événement exceptionnel. Et puis, on ne peut pas continuer à confiner la démocratie. Parce que sinon, en 2022, ça veut dire qu'il y aura 4 élections en 2022. Il y aura la présidentielle, les législatives, les départementales, les régionales. Alors, quand on me dit que les gens ne vont pas aller voter en juin, imaginez-vous une année où il va y avoir 4 élections, quelle va être la mobilisation? Les gens vont en avoir ras-le-bol. Il y aurait quand même la possibilité de les organiser en septembre. Après, ça serait impossible, mais...
Oui, Il y aurait une fenêtre en septembre. Ça peut être en septembre, mais je pense qu'avec en plus les adaptations qui ont été permises par la loi, c'est-à-dire d'avoir des tranches horaires plus larges, c'est-à-dire d'avoir 2 procurations par personne, d'augmenter le nombre de bureaux de vote, je le dis aux habitants de l'Occitanie et aux Françaises et Français, ces élections peuvent être organisées en toute sécurité en juin. Alors pour ce scrutin, alors que vous aviez une majorité assez large à gauche, avec en particulier les écologistes, finalement, le choix a été fait des écologistes d'investir en Antoine Maurice et de partir de manière autonome. Il y a donc 2 listes, la vôtre et celle des écologistes. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce qu'il est encore possible, comme dans les Hauts-de-France tout récemment, qu'un accord soit trouvé avant le premier tour et que finalement vous fassiez liste commune? Alors, mon équipe, l'Occitanie en commun, tout d'abord, comporte des écologistes. Je vous rappelle que la moitié des conseillers régionaux écologistes continuent à travailler avec moi et donc partent vraiment dans mon équipe. Il y a quand même cette liste Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous êtes en discussion avec Antoine Maurice? Est-ce qu'un accord est possible ou pas? Ça a fait 1 an que je tends la main aux écologistes et je continue à leur dire nous avons bien travaillé ensemble. Mon projet, il est écologiste. Mais concrètement, vous discutez avec lui ou vous lui tendez la main par message interposé? Je lui ai écrit, vous le savez, il m'a répondu par la négative, mais aujourd'hui, je continue à lui tendre la main, à lui dire travaillons ensemble. On a passé 5 ans où, franchement, on a eu vraiment des solutions qui ont été amenées. On a agi. On n'a pas été dans le blabla, on a été dans l'écologie du faire. Et moi, j'ai un projet écologiste et dans ma liste, il y a des écologistes. Soyons sur l'union de la gauche réformiste et de la gauche écologiste. On va continuer évidemment à parler de cette élection. On va regarder ce sondage IFOP pour les Républicains. Vous êtes donné en tête à 28% et juste derrière vous, c'est Jean-Paul Garot, le candidat du Rassemblement national, qui est à 26%. Les autres candidats sont plus loin derrière. C'est Aurélien Pradier pour les Républicains qui arrive 3e à 13%. Est-ce que le fait d'être talonné comme ça par le Rassemblement national, ça vous inquiète ? Tout d'abord, un sondage, il faut toujours avoir beaucoup de recul sur cela. Il faut faire des propositions, d'avoir un vrai projet. Oui, la question de l'extrême droite me préoccupe et de son score élevé en Occitanie et malheureusement certainement dans d'autres régions. Voilà, pour moi, c'est une vraie inquiétude parce que je suis très attachée à la République française, à sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et pour vous, ils ne sont pas républicains au Rassemblement national ? Non, le Rassemblement national n'est pas républicain parce qu'il ne respecte pas la devise. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Nous le savons toutes et tous. Les idées d'extrême droite, les idées du Rassemblement national, ce sont des idées racistes, xénophobes. C'est la haine de l'autre, c'est la volonté de créer une société d'ennemis. Et donc, bien sûr, je ne souhaite pas que l'extrême droite soit élevée dans mon pays et je la combat et je ferai en sorte, bien entendu, qu'une fois de plus, l'extrême droite perde et que nous puissions gagner. Un mot juste sur Jean-Paul Garot. Hier, Marine Le Pen, sur BFM TV, a dit que si elle était élue à la présidence de la République, elle en ferait son ministre de la Justice. Est-ce que ça en fait un adversaire plus redoutable pour vous ? Non, moi, je préfère, quelle que soit la personnalité, ce que je vois, c'est les idées derrière. Voilà. Les hommes et les femmes ont peu d'importance. Ce qui est quand même gravissime, ce sont les idées de l'extrême droite. Je me permets quand même de rappeler que la France a toujours combattu les idées d'extrême droite et nous avons quand même une république et une vision qui a fait en sorte que nous avons gagné face au fascisme ou au nazisme. Oui, justement, il n'empêche qu'avec Jean-Paul Garot, ce qui vient de triompher, c'est un petit peu la ligne Alliot au niveau régional, c'est-à-dire une stratégie dite de dédiabolisation, voire à Perpignan de notabilisation. Ça sera peut-être un adversaire plus difficile à identifier que certaines autres personnalités du Rassemblement national ici en Occitanie, puisqu'il va se présenter de manière très neutre, il va éviter un petit peu le combat frontal, un petit peu ce que vous veniez de dire. Est-ce que ça ne vous oblige pas un petit peu à adapter votre discours par rapport à Rassemblement national ou pas ? Comment vous comptez vous adapter à ça ?
Non, mais la stratégie de l'extrême droite et donc de Mme Le Pen, c'est en effet d'avoir une cosmétique qui soit beaucoup plus présentable. Et Jean-Paul Garot, ancien député LR, peut donner l'apparence, je dis bien l'apparence d'une un peu plus de rondeur, d'une apparence un peu... Mais les idées sont là. Quand vous lisez les propos de M. Garot sur la question de l'insécurité, il indique que, président de région, il va créer une police des transports. C'est mensonger du début à la fin. Les présidents de région en France n'ont pas de pouvoir de police. Qui c'est qui a un pouvoir de police dans un pays comme la France? C'est l'État, et après ce sont les maires. Et ça s'arrête là. Donc il faut arrêter de mentir, parce que ça aussi c'est de l'idéologie, c'est vraiment de l'endoctrinement. Donc M. Garot, on connaît ses idées. Vous savez, sur la question des élus d'extrême droite, regardez ce que vient de faire M. Alliot. M. Alliot réécrit l'histoire par rapport à la guerre d'Algérie. Donc on ne peut pas quand même accepter d'avoir une telle déformation. Monsieur Ménard stigmatisait les enfants dans les écoles en fonction de la consonance de leur prénom. Donc on sait ce qu'il y a derrière cette apparence de notabilisation. L'extrême droite est dangereuse pour la France. Et je le dis à vos téléspectateurs, moi, je ne peux pas accepter que mon pays, qui est la patrie des droits de l'homme, mon pays où il y a des hommes qui sont morts et dont les noms sont sur les monuments aux morts, eh bien cette mémoire, elle doit être honorée. Et donc on doit être digne. On doit combattre les idées d'extrême droite, peu importe l'apparence, peu importe le beau costume. Ce qu'il faut, c'est avoir une France qui soit fraternelle, qui tende la main aux autres et surtout qu'il n'y ait pas de discrimination ou qu'il n'y ait pas de racisme. La France, elle est grande quand elle est conforme aux valeurs de la résistance. C'est ça que nous devons avoir en tête. Et dernière question de Vincent. Justement, sur ce thème-là, le débat la semaine dernière a tourné, des voix à gauche se sont élevées de la part de responsables politiques ou d'électeurs pour dire que dans l'hypothèse d'un second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en 2022, contrairement à ce que certains ont pu faire 5 ans auparavant, ils n'iraient pas voter pour Emmanuel Macron, ils n'iraient pas voter, tout simplement, ils s'abstiendraient. Comment vous positionnez-vous dans ce cas de figure précis, au cas où il y ait ce duel au second tour de la présidentielle de 2022? Que les choses soient bien claires. Je ne souhaite pas qu'il y ait ce duel, parce que ce duel, il est mortifère. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Mais si ce duel-là était le soir du premier tour, je serais la première à appeler à voter Emmanuel Macron, comme je l'ai fait. Voilà. Bien sûr, il y a de ça 5 ans. Vraiment, c'est absolument indispensable. Pour autant, il y a une réalité. Et celles et ceux qui ne veulent pas la voir sont inconscients. Il y a une réalité dans ce pays. C'est que l'appel que je pourrais faire, eh bien, je sais qu'il aura peu de chances d'être suivi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de trahison de la part du peuple de gauche par rapport à Emmanuel Macron. Et alors, en effet, quand Libération, votre...